lendemain du Covid, on s'est aperçu qu'il y avait une rupture dans la chaîne d'approvisionnement de la microélectronique. On en est où aujourd'hui en France, en Europe, dans la compétition mondiale sur les deep tech? On était très jeunes, donc on a appris beaucoup de choses sur le tas. On a fait face à des problèmes assez importants. Donc moi qui suis belge, je connais un peu aussi l'histoire française. Grâce à tout ça, entre la création en 2017 et aujourd'hui, on a multiplié nos assets sous gestion par pratiquement 4. Eux, ce qu'ils veulent, c'est donner au plus grand nombre l'accès à la ressource spatiale. Donc c'est un peu le cloud de l'espace. On voit plusieurs milliers de dossiers par an et on a un taux de sélectivité qui est d'à peu près 1%. Avant, il fallait convenir d'un rendez-vous. Aujourd'hui, si jamais j'avais pas le code en bas, par exemple, je pouvais t'appeler au dernier moment. C'était plus compliqué avant avec un fax. Bonjour à tous et bienvenue dans Equity Conversation, le podcast qui vous parle des arrière-cuisines du private equity et du M&A. Aujourd'hui, nous recevons Pierre-Emmanuel Striven, qui est Managing Partner chez Supernova Invest. Nous allons évoquer avec Pierre-Emmanuel le sujet de la deep tech en France et en Europe, ses apports, ses particularités et comment nous pourrons aujourd'hui avoir des grands champions dans la deep tech et les startups de demain. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur ce podcast. N'oubliez pas de commenter, de vous abonner, de liker, ça nous aide beaucoup pour le référencement et pour la poursuite de ce projet. C'est parti pour un nouvel épisode avec Pierre-Emmanuel Striven. Bonjour Pierre-Emmanuel. Bonjour Louis. Ravi de te recevoir sur ce podcast. On va faire un épisode qui est dédié à la deep tech et à ce que vous faites et à ce que tu fais au sein de Supernova Invest. Avant de te présenter et pour rentrer dans le vif du sujet, on va parler de la deep tech et de la définition de la deep tech parce que on est quand même dans un monde dans lequel les mots ont perdu parfois un peu de sens, on confond start-up, deep tech, etc. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur la deep tech et qu'est-ce qui le singularise de toutes les start-up qu'on peut voir habituellement ? La deep tech, je la définirais comme l'innovation de rupture, c'est-à-dire des technologies, elles sont souvent issues des labos de recherche, elles ont maturé et elles sont exploitées, intégrées pour développer des produits extrêmement innovants qui permettent de résoudre des problèmes très complexes ou très prégnants comme la recherche des nouvelles énergies, la performance opérationnelle des usines et des entreprises d'une manière générale. On a l'IA qui est quand même issue elle-même de la recherche, notamment en mathématiques et en informatique. Donc ce sont vraiment l'ensemble de ces technologies très complexes, très innovantes et qui permettent de résoudre des problèmes eux-mêmes très prégnants dans les nombreuses transitions auxquelles on est confronté en ce moment. Ok, on va voir au cours de notre échange tout ce que tout cela implique, puisque naturellement, quand on est sur des innovations de rupture, il y a quelques particularités dans le cadre des investissements qui sont faits. Toi, tu es ingénieur de formation. Qu'est-ce qui t'a fait basculer du rôle d'ingénieur à celui d'investisseur et comment tu as fait la passerelle entre l'ingénieur et puis le business ? Effectivement, je suis ingénieur de formation. J'avais un goût très prononcé pour les sciences, pour les maths. J'aimais comprendre comment ça marche, qui est un peu la caractéristique des ingénieurs. Ils aiment comprendre. Quand ils voient quelque chose, ils essaient de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, j'ai démarré ma carrière dans l'IT, puis ensuite dans les télécoms. J'ai eu la chance de vivre cette grande aventure des télécoms mobiles qui nous a permis d'aller de rien du tout à tout le monde a un téléphone dans sa poche et tous les usages et presque notre manière de vivre a été transformée par cette vague d'innovation. Donc l'innovation, ça a été, je dirais, le fil rouge de ma carrière et au fur et à mesure, je suis passé vraiment d'un amateur de la technologie elle-même pour aller progressivement dans le business. Donc j'ai d'abord eu l'opportunité de faire du marketing produit. Je me suis retrouvé à diriger une start-up et à la restructurer. J'ai pu aussi faire au sein du groupe SFR de l'investissement corporate. SFR avait décidé de créer un véhicule pour investir dans des start-up qui lui permettaient de développer des technologies qui lui manquaient, de résoudre un certain nombre de problèmes opérationnels ou de voir un peu plus loin dans ses relais de croissance. Donc toutes ces expériences m'ont permis d'aller progressivement à travers une assez longue période, puisque j'ai commencé ma carrière dans les années 90, vers le business et aujourd'hui vers l'investissement et donc dans la finance. Dans ce que tu as dit, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup dans ton parcours, c'est que, et justement on parlait
d'innovation de rupture. Effectivement, aujourd'hui, on a tous un téléphone entre nos mains. On a l'impression que c'est normal et puis qu'on a ça depuis la nuit des temps. Mais toi, tu l'as vécu de l'intérieur, du coup, cette révolution qui a quand même mis un peu de temps à faire en sorte qu'aujourd'hui, en 2025, on ait tous un smartphone, accès à Internet, etc. Comment tu as vécu ça, toi, en tant qu'ingénieur à l'époque? On était très jeunes, donc on a appris beaucoup de choses sur le tas, à la fois parce que effectivement, moi je démarrais ma carrière et puis le secteur lui-même était balbutiant. Il n'y avait pas de playbook. Aujourd'hui, on parle beaucoup de playbook, mais là il n'y avait pas de playbook. On a appris en marchant. Les utilisateurs aussi ont découvert les usages au fur et à mesure. Je me souviens qu'on a lancé le SMS, alors qu'aujourd'hui c'est une donnée. On a fait face à des problèmes assez importants de montée en charge industrielle à tous les points de vue. Le déploiement du réseau, il y a eu des périodes de saturation intense. On imprimait encore les factures à l'époque. On avait tellement de clients que les technologies d'impression de factures devenaient un challenge elles-mêmes. Ah ouais, jusqu'à l'impression. Jusqu'à l'impression des factures avant leur dématérialisation aujourd'hui, heureusement pour les forêts. Il y avait aussi les services clients qui étaient engorgés. Donc je dirais que peut-être ce qui me reste de plus fort, c'est d'une part l'explosion des usages, c'est-à-dire vraiment la transformation de la manière dont on a utilisé cet outil et dont on a organisé notre vie autour des téléphones mobiles. Avant, il fallait convenir d'un rendez-vous. Aujourd'hui, si jamais j'avais pas le code en bas, par exemple, je pouvais t'appeler au dernier moment. C'était plus compliqué avant avec un fax. Donc, ça a changé les usages au-delà de cette anecdote. Et puis, c'était aussi un challenge industriel et de montée en charge à tout point de vue. Et c'est ce qui me reste. Et dans la deep tech, il y a souvent d'ailleurs, on en reparlera certainement tout à l'heure, des gros challenges d'industrialisation, de montée en charge industrielle et commerciale. Et donc, ça me reste comme une expérience très marquante de ce point de vue-là, oui. Ok, super. Et donc, du coup, ça évoque aussi toutes les ressources financières qui sont nécessaires de mobiliser pour transformer un écosystème, pour transformer les usages. Et c'est ce que vous faites, du coup, avec Supernova. Supernova, je sais que ça vient du CEA. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur la raison, du pourquoi Supernova Invest a été lancé et qu'est-ce que vous faites exactement aujourd'hui? Donc, Supernova Invest, c'est une société de gestion indépendante qui existe depuis 2017 et qui a été créée effectivement comme une spin-off d'une petite équipe qui est au sein du CEA, donc un organisme de recherche français très important et de rang mondial. Et cette équipe faisait de l'investissement au sein du CEA pour encourager les chercheurs à spin-offer leurs innovations et à créer des entreprises autour de ces résultats de recherche, aussi à financer des entreprises qui utilisaient l'IP du CEA ou plus généralement à investir dans des projets qui étaient stratégiques pour le CEA. C'était évidemment à une échelle qui est celle d'un organisme de recherche qui consacre l'essentiel de ses ressources, évidemment, à la recherche elle-même. Et donc, cette équipe, à un moment, a fait le constat que si on voulait aller plus loin dans l'accompagnement des entreprises de la deep tech, il fallait du temps et de l'argent. Et donc, c'est ce qu'on s'est, entre guillemets, acheté en créant Supernova Invest. C'est la possibilité d'aller chercher des fonds auprès d'un certain nombre d'investisseurs institutionnels, financiers, industriels aussi. C'est dans cet objectif-là que Supernova Invest a été créé. Et on a évidemment hérité de l'expérience du CEA et de l'équipe fondatrice, cet ADN très fort lié à la recherche et à l'innovation. Justement, j'ai utilisé l'acronyme CEA. C'est quoi le CEA? Alors le CEA, c'était le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, donc un organisme de recherche qui a été créé en 1945, je crois, par le général de Gaulle. Donc moi qui suis belge, je connais un peu aussi l'histoire française grâce à tout ça. Et l'objectif, c'était de doter la France du nucléaire civil et militaire. Et ça impliquait de faire de la recherche dans de très nombreux domaines, à la fois les nouveaux matériaux, de la physique et de la fondamentale, de la santé, parce qu'il y a des effets des rayonnements ionisants positifs ou négatifs sur la santé, il y a de la chimie, et globalement, c'est donc un institut de recherche qui est assez diversifié, et donc voilà peut-être ma description en quelques mots du CEA. Sur les deep tech, il y a un truc qui est super intéressant, et d'ailleurs, quand tu parles du CEA et de son historique, tu dis que ça a été créé par le général de Gaulle. Il y a quelque chose qui me vient tout de suite en tête, c'est une question de souveraineté. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on parle de financement, mais j'ai l'impression que quand il s'agit de deep tech, en fait,
il y a une surcouche très importante de souveraineté sur des technologies fondamentales, sur une question de leadership économique, sur des assets que des territoires comme la France, l'Europe, doivent être à la pointe. On en est où aujourd'hui en France, en Europe, dans la compétition mondiale sur les deep tech? Je sais qu'on avait beaucoup de retard, on l'a un peu rattrapé, mais est-ce que tu peux me faire un petit point là-dessus sur notre situation? Quand on a commencé en 2017, on était certainement un des premiers fonds vraiment dédiés à la deep tech. Encore une fois, notre héritage et notre ADN venant d'une institution de recherche, on est vraiment concentré sur ces investissements dans les technologies de rupture, et donc on a toujours fait ça. Mais à l'époque, il y en avait peu, et c'est vrai que le Covid d'abord, la crise de la guerre en Europe avec le conflit en Ukraine ensuite, l'actualité géopolitique plus récente avec les problématiques douanières avec les États-Unis par exemple, tout ça a, je pense, renforcé progressivement le sentiment de l'ensemble des acteurs que l'Europe devait s'armer et devait mieux gérer sa souveraineté technologique. Donc je pense que la première intention quand on faisait de la deep tech et ce qui animait les équipes Supernova, qui sont des équipes très spécialisées, très expertes dans ce qu'elles font, qui ont des sous-jacents techniques et scientifiques toujours très importants, c'était d'agir pour une forme d'impact. On parle souvent des objectifs du développement durable de l'ONU, ça paraît abstrait ou très généraliste, mais c'est la santé pour tous, c'est la protection de la biodiversité, la protection des ressources en eau, la protection des océans, etc. Tout un ensemble d'objectifs qui sont plus que louables, qui sont des objectifs indispensables. Et la deep tech, pardon, elle est naturellement tournée vers ça. Elle va doter les produits et les entreprises de technologies qui permettent d'aller vraiment plus loin et de répondre à ces grands défis. Donc le premier objectif de la deep tech, c'était ça. Et comme je le disais, l'exemple du Covid, peut-être ce que je peux donner comme exemple, c'est au lendemain du Covid, on s'est aperçu qu'il y avait une rupture dans la chaîne d'approvisionnement de la microélectronique. Est-ce qu'on avait beaucoup entendu parler de microélectronique avant ça? Je ne crois pas. Donc ça a vraiment fait apparaître cette crise du Covid, que certaines chaînes étaient complètement mondialisées, qu'elles étaient largement sorties d'Europe et que donc le monde entier, et l'Europe en particulier, avaient des problématiques importantes. Et donc ça a renforcé le côté souveraineté, qui est quand même complémentaire de ce côté impact, recherche de solutions pour des problèmes importants qu'on a à résoudre. Effectivement, il y a eu, je pense, un petit réveil à un moment du Covid et après le Covid, puisque effectivement, toutes ces pièces de, par exemple, machines à laver où les Français allaient dans leurs enseignes préférées en se disant qu'ils allaient renouveler leur machine à laver, on leur disait que c'était plus possible parce que globalement, il manquait un certain nombre des pièces, notamment tout ce qui est carte à puce. Et en fait, on était finalement très étonnés de se dire, mais attends, je comprends pas, j'ai l'impression que ma machine à laver, elle était là, c'était naturel et qu'elle tombait ici, etc. Et on s'est peut-être, à mon avis, rendu compte de l'interdépendance de toutes les économies et de la nécessité pour nous de devenir de plus en plus indépendants. Qu'est-ce qu'a fait du coup la France, l'État français, des institutions comme vous qui ont pris conscience de tout ça? Alors vous n'avez pas pris conscience de tout ça, vous saviez très bien l'importance des semi-conducteurs, etc. Mais qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là très concrètement? On a de plus en plus de fonds qui investissent dans les deep tech. Traditionnellement, le VC français est très tourné vers la tech au sens révolution des usages. Donc toutes les applications qu'on utilise tous les jours. Doctolib, par exemple, qui est une très belle réussite française, qui a aussi trouvé un accélérateur, d'ailleurs, à l'occasion du Covid, avec la nécessité de faire des téléconsultations. Mais on était dans ce qu'on appelle les usages. Les usages serviciels qui permettent de faciliter la vie au quotidien. Voilà, pour des choses très utiles ou des choses plus futiles, comme le gaming, par exemple. Et donc, avec l'évolution, je pense, de la perception de l'importance d'investir dans la deep tech, la France et l'Europe se sont dotés de programmes d'investissement pour encourager les entreprises et les fonds à se développer. Les encourager, bon, je pense que les fondateurs, ils ont leur vision, donc ils n'ont pas besoin d'être encouragés. En revanche, ils ont besoin d'être soutenus. Et nous-mêmes, qui sommes
aussi quelque part des entrepreneurs en ayant créé notre entreprise et en cherchant à nous développer, puisque entre la création en 2017 et aujourd'hui, on a multiplié ce qu'on appelle nos AUM, donc nos assets sous gestion, par pratiquement 4. Ok. Donc on est passé de un peu plus de 200 millions à 800 millions aujourd'hui. Donc c'est un témoignage de l'importance de la mobilisation de moyens au service de la deep tech, mais ça reste modeste, et donc il faut absolument que ça continue à se renforcer. Mais on a vu depuis quelques années, effectivement, à la fois des programmes gouvernementaux, une compréhension chez les investisseurs institutionnels de l'importance d'investir dans ce type d'entreprise, et en particulier la compréhension des cycles, qui sont des cycles longs, parce que soit on est dans la santé, par exemple, où on a des cycles réglementaires, il faut faire des essais sur l'animal, des essais sur l'homme, avant de pouvoir généraliser une thérapie, un médicament ou un dispositif médical. Donc ça prend du temps, et il faut s'habituer à gérer ce patient capital, comme disent les Britanniques. Ouais, ce temps long qui peut parfois être en contradiction avec des investisseurs qui, eux, ont besoin d'un retour sur investissement, comme on le sait, 5 à 7 ans sur un premier investissement. Donc, on est dans un domaine sur la deep tech où l'innovation, la recherche, la réglementation, comme tu le disais, nécessite un temps un peu plus long. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire justement pour faire en sorte que ce temps long soit, j'allais dire, intégré par les investisseurs ? Alors, on n'investit pas toujours au début. Nous étions un investisseur dit seed, c'est-à-dire qu'on investissait assez tôt dans le cycle de développement des entreprises, et c'était vraiment lié à notre ADN et à notre proximité avec une institution de recherche. Donc le seed, pardon, c'est la deuxième levée de fonds globalement de la société. La première levée de fonds, on fait Friends and Family pour essayer de trouver son marché, justifier du coup de la nécessité de la technologie. Et puis après, on vient financer en seed avec des fonds d'investissement qui investissent un peu plus largement. C'est Exactement. Nous, on a tendance à venir quand la technologie est dérisquée, Okay. après les business angels et les Friends and Family, comme tu dis, et à la première levée de fonds dite professionnelle, parce que des professionnels de l'investissement s'impliquent à ce moment-là, on a tendance à investir, je dirais d'une certaine manière, le plus tard possible, c'est-à-dire quand on a vraiment une préfiguration. Pardon. Quand on a vraiment une préfiguration du produit, on n'est pas là pour maturer la recherche, on n'est pas là pour faire de la recherche, on est vraiment là pour accompagner la transformation de technologies de rupture en produits ou services qui vont après pouvoir se développer industriellement. Mais on investit aussi bien dans cette première phase de seed qu'en série A, série B ou au-delà ensuite, c'est-à-dire qu'on a développé depuis 2019 la capacité à accompagner les entreprises dans leurs différents stades de développement. Et on a un fonds, par exemple, qui est un fonds dit de late stage growth, qui, lui, a pour mission d'investir directement en grosse série B ou série C, au moment où la société a son produit, elle a trouvé son marché, mais elle a besoin d'argent, et en général de beaucoup plus d'argent que dans les premières phases, pour accompagner son développement industriel et commercial, qui est une phase clé pour la réussite des entreprises deep tech. Super intéressant sur ces différents stages et du moment où vous êtes susceptible d'investir. Il y a quand même un gros risque en deep tech, c'est de tomber sur la vallée de la mort du financement, c'est-à-dire cette période où en gros on a besoin de beaucoup d'investissements et en fait on a des acteurs qui sont peut-être pas suffisamment équipés en France, en Europe pour nous accompagner. Il y a eu beaucoup de débats sur le fait que la France, l'Europe n'avaient pas ces très 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 gros fonds d'investissement et on voyait un certain nombre de nos startups en deep tech partir vers les États-Unis, vers l'Asie, etc. Est-ce que aujourd'hui c'est quelque chose qu'on arrive à affronter avec des muscles qui se sont, j'allais dire, bien renforcés depuis cette période post-Covid ? La période post-Covid, elle est quand même encore très récente, donc ce serait presque miraculeux si tout s'était résolu depuis le Covid, et puis on a eu à affronter pas mal d'autres défis depuis. Je pense que la capacité
des fonds s'est renforcé. Les fonds de late stage se sont également développés et renforcés. C'est quelque chose qu'on observe au niveau européen. Donc on est capable aussi, pour financer des entreprises, de mobiliser non seulement des fonds français, mais aussi des fonds européens. Donc nous investissons en Europe depuis plusieurs années maintenant. On a vraiment développé notre sourcing et notre capacité d'investissement pour être capable d'aller partout en Europe, sélectionner les meilleures entreprises pour les thématiques qu'on défend, et les entrepreneurs les fonds européens viennent également en France. Donc c'est forcément un jeu de donnant-donnant, et ça c'est très positif qu'il y ait une structuration de fonds deep tech qui ne soient pas que locaux, mais vraiment à une échelle européenne, qu'on se connaisse bien et qu'on apprenne à investir ensemble. Ça, c'est un premier volet, je pense. Le deuxième volet, c'est effectivement, il y a plus de fonds, il y a plus d'argent disponible, je pense. On reste néanmoins presque peut-être d'un ordre de grandeur inférieur à ce qu'il faudrait. Et donc, il faut absolument mobiliser beaucoup plus de moyens pour financer les entreprises celles qui sortent quasiment des labos jusqu'au moment où elles arrivent dans ces phases industrielles très délicates mais très consommatrices de capital pour construire une usine, la faire monter en charge, ce qui en soi prend du temps. Ensuite, la deuxième usine, peut-être sur un autre continent. Donc il reste une problématique de mobilisation des fonds, que ce soit en France ou globalement, je dirais, en Europe. Justement, là-dessus, il y avait eu le rapport Draghi qui est sorti fin d'année dernière, fin 2024, qui nous indiquait qu'effectivement, pour que l'Europe puisse reprendre sa place et sa compétitivité, il fallait un plan très important de plusieurs milliers de milliards d'euros. Qu'en est-il là-dessus? Est-ce que tu penses que c'est la bonne voie? Est-ce que tu penses que les États européens doivent se mobiliser tous ensemble pour justement se renforcer mutuellement? Évidemment, ça se joue au niveau européen. On a une très bonne recherche en France. On collabore aussi avec des instituts de recherche comme l'IMEC en Belgique, qui est spécialisé dans la microélectronique, ou en Suisse, qui est en Europe aussi, même si ce n'est pas l'Union européenne, avec le PFL à Lausanne ou l'école polytechnique à Zurich. Donc il y a d'excellentes institutions de recherche académiques ou indépendantes en Europe. Il y a aussi des industriels qui font de la recherche et qui peuvent générer des choses très intéressantes. Donc l'échelle, c'est évidemment l'Europe. Ensuite, il faut beaucoup plus d'argent. Et donc cet argent-là, il peut venir des États, des fonds souverains, de programmes de soutien et d'encouragement. Bon, en France, on a BPI qui existe depuis maintenant plusieurs années, pas encore plusieurs décennies, et qui a beaucoup participé à la structuration des fonds d'amorçage, par exemple, donc de seed qui étaient quasi absents il y a quelques années encore. Ils ont beaucoup accompagné aussi les fonds plus late stage. Il y a eu l'initiative Tibi en France, ouais, qui a vraiment permis de muscler les fonds late stage et de se tourner vers les investisseurs institutionnels, donc les assurances, les banques, et de leur dire venez investir dans ce type de fonds qui permettent de soutenir le late stage au sens large. Et nous, on était parmi les quelques fonds au début de l'initiative Tibi qui faisait de la deep tech. Donc je pense qu'on éduque globalement et on étend à tout l'écosystème financier cette proposition qui est d'investir dans la technologie et donc dans notre avenir à travers cette souveraineté, à travers aussi une capacité de réindustrialiser, parce que si on développe des startups industrielles, c'est aussi pour qu'elles puissent développer leur capacité de production en France, construire leurs robots en France, développer leurs nouveaux matériaux, leurs alliages de métaux innovants en France et en Europe. Donc il faut vraiment, c'est l'ensemble de l'écosystème qu'il faut aller adresser pour cela. Et il y a un truc super intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte aussi qu'on a, tu parlais tout à l'heure des centres de recherche, des instituts, etc., qui sont à la base de la création de propriété intellectuelle, puisqu'on y reviendra, mais la deep tech, c'est de la propriété intellectuelle, beaucoup de propriété intellectuelle, des brevets, etc. Et on se rend compte qu'on a finalement les meilleurs chercheurs, et beaucoup sont partis aux États-Unis pour pouvoir avoir
dans des centres de recherche ou dans des grandes, dans les GAFAM. Ce que je regardais, c'est qu'effectivement, dans les grandes sociétés d'IA, en fait, il y avait énormément de chercheurs français qui étaient partis aux États-Unis justement et qui ont été recrutés par ces GAFAM pour développer les programmes d'IA. C'est aussi un enjeu d'être en mesure de retenir tous nos talents, puisqu'on n'en manque pas, au contraire, on les exporte beaucoup, et c'est de leur donner envie de rester ici. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place aussi spécifiquement pour demander aux chercheurs de rester ici en France ? Mais tu parlais du rapport Draghi, et c'est presque un livre de chevet, je pense, pour un grand nombre d'entre nous, et il faut vraiment le lire, et j'espère qu'il sera plus que lu, mais adopté et exploité dans les années, et mis en œuvre dans les années qui viennent. Et ce qui montre le rapport Draghi, c'est qu'il y a un continuum de la recherche jusqu'à l'industrie, et qu'il faut travailler tous ces points-là. Ça ne sert à rien de faire des fonds deep tech si la recherche n'est pas soutenue, encouragée et développée, parce que dans 10 ans, on n'aura plus les résultats de recherche qui permettront aux entrepreneurs de créer des entreprises deep tech qu'on pourra venir financer. Donc c'est un continuum, et donc le soutien à la recherche est une partie importante. La mobilité internationale et mondiale est un fait. Je pense que, je parlais il n'y a pas longtemps avec un alumni de l'école d'ingénieurs, donc l'école polytechnique à Bruxelles où j'ai fait mes études. Et donc c'est un garçon très talentueux qui a fait des études aux États-Unis, qui a travaillé aux États-Unis, puis qui est revenu en Europe, qui a travaillé pour des grands groupes. Il a créé ensuite une space tech. Donc on peut partir, on peut revenir, donc on peut attirer des talents étrangers qui viennent en France et en Europe. On a des gens qui vont fertiliser d'autres écosystèmes. Je pense que ça fait un peu partie du jeu. Ce qui est important, c'est de ne pas assécher évidemment la recherche européenne et au contraire de continuer à la développer, parce que sinon on va avoir un problème assez grave si on ne jardine pas très correctement notre recherche chez nous. Oui, parce qu'il s'agit aussi de faire en sorte que les chercheurs peuvent partir aux États-Unis, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'ils font plutôt bien les choses dans ce domaine, et surtout revenir pour apporter aussi tout ce qu'ils ont appris là-bas et apporter le meilleur pour notre écosystème européen. J'ai un exemple, si super. tu permets, parce qu'on a beaucoup parlé et on n'a pas encore beaucoup cité d'exemples. Une société comme Loft Orbital, qui est une space tech, donc une entreprise qui veut révolutionner la manière dont le développement de l'industrie spatiale se fait. Donc Loft Orbital a vraiment deux têtes, une tête aux États-Unis, et c'est une entreprise qui a été créée par des Français aux États-Unis, mais également un pôle très fort en France, à Toulouse évidemment. Et donc c'est un bon exemple de talents français qui vivent aux États-Unis pour créer leur entreprise là-bas, mais avec un footprint européen tout à fait notable. Donc c'est une entreprise bicéphale, c'est un bel exemple aussi, je crois. D'accord, justement, puisqu'on est dans l'exemple, qu'est-ce que eux vont apporter par rapport à des sociétés comme SpaceX? Qu'est-ce qui est leur particularité, eux, en deep tech? Qu'est-ce qu'ils apportent dans leur industrie spatiale, du coup? Alors eux, ils ont un modèle qui est de banaliser et de commoditiser l'accès à la ressource satellitaire. Donc l'industrie spatiale est jusqu'à présent une industrie très lourde et qui faisait des satellites en nombre très limité pour des usages très précis et pour des grandes agences gouvernementales par exemple. Eux, ce qu'ils veulent, c'est donner au plus grand nombre l'accès à la ressource spatiale. Donc c'est un peu le cloud de l'espace avec des satellites généralistes sur lesquels chacun peut venir louer et exploiter des ressources de calcul, des ressources de capteurs divers qui permettent de prendre des images du sol, de l'atmosphère, des océans, etc., pour le plus grand nombre. Donc c'est une révolution par rapport au modèle ancien. On a déjà des modèles de constellation pour les télécommunications. SpaceX est beaucoup dans les lanceurs. Donc les lanceurs, c'est pour lancer les satellites des autres. Donc c'est deux parties très différentes de l'écosystème. On est plus dans l'exploitation du coup des satellites qui seraient envoyés par SpaceX. Dans la conception de ces satellites,
dans leur mise en orbite, dans leur gestion et la mise à disposition d'agents, d'entreprises les plus divers, des ressources satellitaires ça peut être pour observer la Terre à des fins, par exemple, de détection de sécheresse pour l'agriculture. Donc on parle beaucoup de défense en ce moment, mais il y a aussi énormément de choses à faire en agriculture. Oui, sur les enjeux d'indépendance aussi, sur tout ce qui est agriculture. Justement, ça m'intéresse qu'on parle de ça. Je sais que chez Supernova, vous avez, et je sais que ça te tient à cœur, une volonté très forte d'investir dans les climate tech. Est-ce que tu peux me dire aujourd'hui qu'est-ce que c'est que les climate tech et quel est l'impact, puisque c'est considérablement important et l'impact que vous avez dans ce domaine-là est très fort. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur la climate tech qui vous est chère? Donc on gère des fonds qui sont multithématiques, donc on investit dans des secteurs assez diversifiés, mais c'est vrai que la partie climate tech est particulièrement importante pour nous. Cette partie climate tech, elle recouvre pas mal de choses en fait. Elle peut aller des nouvelles énergies à la décarbonation de l'agriculture en substituant à toutes les substances pour le biocontrôle et la biostimulation, donc en gros les pesticides et les engrais, qui sont aujourd'hui à base de pétrole en général, c'est de la chimie pétrolière pour le plus grand nombre, et substituer à ces produits-là des produits développés par exemple pour une entreprise qui s'appelle Micropep, qui fait du biocontrôle et de la biostimulation à partir de peptides naturels. Donc c'est une approche complètement différente, basée sur la biologie et pas sur de la chimie à base de pétrole. Donc ça, c'est un exemple dans la verticale agri-agro. Justement, sur cette verticale agri-agro, vous avez sorti en fin 2023 un fonds dédié à l'agrotech. Oui. C'est un fonds qui est en plein déploiement. C'est quoi, du coup, la thèse de ce fonds et quelle est l'ambition de ce fonds? Donc ce fonds, on l'a créé en collaboration avec le Crédit Agricole, qui est un sponsor financier très important pour nous et un partenaire de Supernova Invest. Et donc on a créé ce fonds qui est plus verticalisé, plus sectoriel que nos autres fonds. On reparlera, j'espère tout à l'heure, des autres thématiques sur lesquelles on investit. Et donc ce fonds-là est dédié à le financement au niveau européen de start-up dans l'agritech et la foodtech. Donc l'agritech, ça peut aller du machinisme agricole, donc le développement d'un tracteur électrique, qui était le premier investissement du fonds avec une société qui s'appelle Sidéral, qui est basée à Brest, qui est un enjeu important pour l'agriculture. On peut parler ensuite d'investissement dans effectivement la capacité de faire des intrants agricoles issus de substances naturelles, donc avec un impact à la fois carboné et sur la santé, la qualité des sols beaucoup plus optimisé. On a dans la partie food tech, nous on ne va pas investir dans des sociétés qui font du burger végétal ou du jambon sans viande, mais en revanche on recherche des entreprises qui développent des ingrédients nouveaux pour les industries de la food et qui permettent justement de substituer à l'huile de palme, qui est assez décriée, d'autres ingrédients plus vertueux qui ont des qualités pour la santé, pour l'alimentation supérieure ou égale, et qui ont un impact climatique et environnemental moins grand. C'est quoi les grands enjeux derrière justement ces investissements? C'est effectivement une question de souveraineté alimentaire et d'impact environnemental, c'est ça C'est beaucoup l'impact environnemental. C'est aussi accompagner l'industrie agricole et donc tous les agriculteurs dans l'évolution de leur métier. Donc leur donner de nouvelles techniques pour cultiver les plantes et pour les protéger. On a investi dans une société très intéressante qui permet aux plantes de mieux résister au stress hydrique. Donc on trouve qu'il pleut beaucoup en ce moment en France, ou en tout cas l'année dernière, mais en réalité... Il y a quelques années, les nappes phréatiques étaient dans une situation
un peu, un peu Absolument. complexe. Et de toute façon, quand on regarde les cartes, il y a en ce moment même des préfigurations de stress hydrique sur tout le nord de l'Europe. Donc les plantes, on a investi dans cette société qui permet de vacciner en quelque sorte les plantes, c'est-à-dire de leur apprendre à se défendre plus rapidement et mieux contre un stress hydrique. C'est-à-dire on leur donne la capacité, quand un stress hydrique, c'est-à-dire un manque d'eau sur les cultures se produit, de réagir en protégeant la plante. On sait que si on oublie d'arroser ses plantes sur la terrasse, mais qu'on n'attend pas trop, en remettant de l'eau, elles repartent. Et donc là, ce sont des intrants qui permettent aux plantes de mieux se préparer et donc de mieux résister à un stress hydrique temporaire et à reprendre le cours de leur croissance sans dégâts ultérieurement. Donc voilà un exemple intéressant. Je parlais du machinisme agricole de cette entreprise. Et comme je disais, on regardait énormément aussi des nouveaux ingrédients pour toute l'industrie de la food, des substituts, ça peut être au sucre, aux matières grasses, etc. Donc permettre à notre agriculture et à notre grand système food de faire face aux grands défis de demain. Ouais, pardon. Qui sont des défis à la fois dans l'emploi, c'est-à-dire il y a de moins en moins d'agriculteurs et de moins en moins de personnes dans les exploitations. Donc par exemple, la robotisation des exploitations ne doit pas être vue comme une manière de réduire le besoin d'un emploi humain, mais aussi de faire face au fait qu'il y a moins de personnel disponible pour faire certains types de récoltes ou travailler dans les champs. Donc la robotisation de la cueillette, la robotisation du travail de la terre, l'automatisation de tout ça est important. On le voit beaucoup sous l'angle des véhicules électriques pour les individus. On le voit moins pour les véhicules utilitaires et c'est également un enjeu important qu'on adresse à partir de ce fonds. Tu parlais tout à l'heure d'autres fonds spécifiques. Quelles sont pour toi les grandes thématiques et justement qu'il va falloir viser ces prochaines années et comment vous êtes organisé chez Supernova justement pour adresser ces grandes thématiques et quelles sont justement ces grandes thématiques? Je pense qu'il y a de l'IA, du spatial, etc. Mais tu nous en diras plus. On a 4 grandes thématiques. Je vais commencer par celle qui est la plus proche de mon expérience, qui est la digital tech. Donc on investit beaucoup dans ce que j'appellerais les infrastructures digitales. Donc tout ce qu'on avait oublié au moment du Covid et où on s'est réveillé un peu en panique parce qu'il n'y avait plus de microprocesseurs, les réseaux, les capacités de calcul, tout ça est sous nos pieds, fonctionne, permet de lire ce podcast une fois que vous l'aurez mis en ligne, nous permet de le réaliser, nous permet de communiquer toujours. Et on oublie en fait que l'ensemble de l'économie est assis sur une infrastructure digitale. Et donc nous, on investit à la fois dans la capacité de développer cette infrastructure digitale pour les besoins futurs. Donc il y a une montée en besoin de transmission et de calcul permanente. Donc je vais citer rapidement Saint-Île, qui est une entreprise grenobloise d'ailleurs, et créée par une femme, Sylvie Ménézo, et qui travaille sur le développement des réseaux optiques pour transmettre de plus en plus d'informations dans les réseaux optiques, ce qui permet de répondre aux enjeux de développement de la quantité d'informations à transmettre en permanence, mais aussi à la consommation électrique, à l'échauffement, etc. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, c'est la résilience de nos infrastructures digitales. Donc c'est pourquoi on a commencé à investir dans la cybersécurité, avec CrowdSec par exemple. D'autres exemples sont vraiment très nombreux en microélectronique pour développer avec Wise Integration par exemple, également grenobloise et donc française, des alimentations pour recharger tous nos appareils ici qui sont autour de nous et qu'on a dans la poche, des alimentations plus compactes et qui consomment moins d'électricité. Donc ça, c'est un premier grand ensemble, c'est la digital tech, et c'est pas le digital au sens de la révolution des usages qui a fait l'essentiel du VC en France dont on parlait tout à l'heure. C'est toutes les infrastructures qui sont sous-jacentes et qui sont indispensables pour faire en sorte que justement toutes nos applications, tous nos usages puissent fonctionner complètement. Et il y a un gros enjeu de compétitivité là-dessus. Notamment de ne pas dépendre d'un certain nombre d'acteurs qui seraient des acteurs internationaux et qui pourraient, en cas de situation
complexes venir mettre à mal notre réseau. C'est vrai, mais ça c'est un peu un sujet différent qui est celui de la réindustrialisation et du développement d'une industrie du semi-conducteur plus massive en Europe pour développer les technologies qui existent déjà aujourd'hui. Nous, on investit plutôt dans l'innovation, donc dans les technologies et les produits qui seront utiles demain, à court ou moyen terme, et qui seront produits dans ces usines ou dans les usines aux États-Unis ou à Taïwan ou ailleurs en Asie, si on ne se dote pas nous-mêmes de capacités de production. Donc nous, on a déjà beaucoup de choses à faire, donc on ne développe pas d'infrastructures, on est vraiment sur le développement des produits et des services en amont, et il nous faut les infrastructures pour fabriquer, évidemment. Et si elles peuvent être proches de nos marchés, c'est mieux. Ok, donc ça c'est le premier grand secteur, le digital. Deuxième grand secteur, évidemment, un besoin énorme, la santé. Donc nous investissons beaucoup dans les dispositifs médicaux. Un exemple très intéressant, c'est CareDAC, qui est un pacemaker, donc un dispositif implanté dans le cœur et qui permet de donner une impulsion électrique au cœur quand il a tendance à ne plus battre tout à fait bien et qu'il part en fibrillation. Donc ce sont des technologies qui sont très anciennes. Les pacemakers, ça existe depuis assez longtemps. La particularité de CareDAC, c'est que c'est un pacemaker qui est sans fil, c'est-à-dire sans batterie. Il produit son énergie à partir des mouvements du cœur eux-mêmes. Dans la santé, il y a aussi beaucoup de choses en logiciel aujourd'hui, et notamment en intelligence artificielle. L'IA est un sujet omniprésent. Et donc, je voudrais citer Glimmer, qui est une entreprise qui développe des logiciels pour aider les radiologues à faire le bon diagnostic à partir des clichés radiologiques, des IRM ou des CAT scans. Et que, quand vous allez chez votre radiologue, demandez-leur s'ils utilisent Glimmer. En général, c'est le cas. D'accord, super intéressant. Voilà, santé, donc à la fois dispositifs médicaux et logiciels. Troisième gros morceau, l'industrie 4.0. Là-dessus, on va aller aussi bien sur des nouveaux matériaux, des logiciels pour aider les ingénieurs à concevoir plus rapidement et plus efficacement des systèmes. Et il y a aussi tout un pan que j'aime beaucoup et où on a pas mal investi dernièrement, qui est la robotique. Robotique de surveillance avec Anybotics qui fait des quadrupèdes qui sont capables de se déplacer dans des installations industrielles, des usines pour surveiller, détecter une situation complexe et agir avec beaucoup de flexibilité. Ou Galam, qui est une entreprise plutôt dans la logistique et qui donc fait des petits entrepôts très robotisés et très performants. Et dernier secteur, c'était... Pardon, avant qu'on aille sur le dernier secteur, tu parlais du coup de nouveaux matériaux. C'est quoi quand on parle de nouveaux matériaux? C'est des matériaux qui peuvent servir au BTP, des matériaux qui peuvent servir pour l'emballage de nos aliments, etc. Qu'est-ce que vous visez particulièrement? C'est vrai que c'est extrêmement large. Quand je disais ça, je pensais en particulier à des métaux qui ont des caractéristiques très particulières, qui leur permettent soit d'être utilisés pour du blindage. Donc là, on est un peu dans la thématique sécurité et défense qui connaît un regain d'intérêt en ce moment. Mais les mêmes métaux peuvent servir à emballer des substances dangereuses. D'autres métaux innovants vont être utilisés pour faire des implants au niveau, par exemple, d'une tête de fémur ou des choses comme ça. Mais il y a aussi tout le défi du plastique où, je dois dire, on n'a pas encore fait énormément d'investissements dans les nouveaux plastiques, non pas parce qu'on n'a pas envie, mais parce qu'on n'a pas trouvé nécessairement les projets qui nous convainquaient. Mais voilà, il y a aussi tout l'emballage et l'élimination du plastique ou la recyclabilité du plastique ou le recyclage du plastique qui rentre dans ces domaines-là. Dernier grand secteur. Donc, dernier grand secteur, c'est celui de la climate tech, donc tout ce qui va concerner les nouvelles énergies. On peut aller
des technologies pour améliorer le rendement des batteries qui sont très largement développées. Il y a la filière hydrogène qui est un petit peu moins au sommet de sa hype en ce moment, mais qui C'était un peu présente... plus le cas il y a 2-3 ans, mais c'est vrai que... Oui, il faut savoir raison garder, comme disait l'autre. On est sur des cycles longs, on est sur une complémentarité de technologies. Donc l'hydrogène garde un intérêt pour un certain nombre d'usages. L'hydrogène est utilisé aujourd'hui de manière industrielle ou dans la santé de manière très importante, et il faut savoir le produire de manière décarbonée. Donc que ce soit dans la production ou dans l'utilisation, il reste des choses intéressantes à faire avec l'hydrogène. Nouvelles énergies, ça nous amène aussi, et là on voit le lien avec le CEA, à nous intéresser aux nouvelles architectures plus compactes et innovantes en termes de production d'électricité et de chaleur à partir de la fission nucléaire. Donc on investit également là-dedans. On voit que ce sont des sujets assez... long shot, comme on dit. On regarde ces sujets parce qu'on pense qu'ils sont fondamentaux pour l'avenir, mais ça peut être des projets assez longs sur lesquels on n'a pas nécessairement vocation à suivre jusqu'au bout. Des industriels, à un moment, reprendront le relais. Donc quatre grandes thématiques. C'est vrai que les thématiques sont assez larges et assez différentes les unes des autres. Vous ne faites pas que investir dans vos sociétés, vous les accompagnez aussi pour les aider à développer leurs activités. Comment vous vous organisez au sein de Supernova justement pour naviguer entre toutes ces grandes thématiques? Et qu'est-ce que vous apportez aux sociétés dans lesquelles vous investissez? Alors l'équipe, donc j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, a cette caractéristique qu'on a beaucoup de collaborateurs qui ont été ingénieurs, qui ont travaillé dans des startups, qui ont travaillé dans des grands groupes, qui ont des formations scientifiques. On a aussi des gens qui ont des doubles diplômes ou des formations plus type école de commerce, mais qui, par leur parcours, ont acquis une grande connaissance des technologies, des marchés, et de la manière dont les entreprises se développent et dont les produits se développent. Donc on a une capacité interne à la fois pour l'analyse des dossiers, parce qu'on analyse beaucoup en amont de l'investissement évidemment, mais aussi dans l'accompagnement, à comprendre les problématiques, à comprendre les enjeux et les défis auxquels sont confrontés les fondateurs et les fondatrices d'entreprises qu'on finance. Et donc je dirais qu'on parle beaucoup d'operating partner Ouais. dans le VC en ce moment. Et Donc, c'est vrai. operating partner, c'est des personnes qui vont venir aider la société à développer son activité. C'est ça. Dans une vision un peu manichéenne, on pourrait dire que dans certains fonds, il y a des gens très orientés finance et transactions, et d'autres qui vont être plus dans l'accompagnement des entreprises. Chez nous, ce n'est pas le cas. Un directeur d'investissement, un partenaire, suit son dossier de bout en bout, de la détection de l'opportunité à l'instruction du dossier, la proposition du dossier en comité d'investissement, l'accompagnement et la sortie. Très important, la sortie, puisqu'il faut rendre l'argent et de la plus-value à nos bailleurs de fonds. Et donc ce rôle, il est assuré en interne en ayant cette équipe qui a à la fois des capacités opérationnelles, technologiques et sectorielles, et une bonne dose aussi de finance, et en particulier de private equity et de pratique du VC, du venture capital. Donc ces animaux a beaucoup de pattes. C'est un peu la marque de fabrique de notre équipe. On est passé... j'ai dit qu'on avait multiplié nos assets sous gestion par 3. On a aussi évidemment fait croître notre équipe pour accompagner cette croissance depuis 2019. Et donc on a gardé cet ADN d'expertise. Et donc on a au sein de Supernova, on est 33 aujourd'hui, on est structuré à la fois par maturité, les fonds sont plutôt par maturité, seed, série A, série B, et puis growth late stage. Mais on a aussi à notre taille une petite matrice où les expertises par secteur travaillent beaucoup entre elles pour analyser les tendances, pour échanger sur les dossiers, pour échanger aussi sur les problématiques qu'on rencontre pendant la période de détention, donc pendant qu'on accompagne les entreprises. Et je pense que c'est très très important. Moi-même, ayant eu quand même une expérience assez longue
en entreprise est confronté à des problématiques, comme j'ai dit, de croissance industrielle, mais aussi de structuration de la distribution, de relations avec les grands groupes. Je pense que quand je vois ces situations dans les boîtes du portefeuille, et en particulier dans celle que je suis, je connecte dans ma tête et je me dis, mais ça c'est une situation que j'ai déjà vécue, ou ça me rappelle une situation vécue, ou ça me rappelle quelqu'un que je connais qui a vécu ça. Et donc, ça permet d'être... Discutons-en, on peut t'accompagner, on peut t'aider dans la période. Absolument. Et donc, je dis parfois que les collaborateurs de Supernova sont les premiers operating partners du fonds. Après, on fait aussi beaucoup appel à des experts extérieurs parce que nous sommes des actionnaires, on n'est pas les dirigeants des entreprises qu'on accompagne. Donc, il y a des moments aussi où on fait le constat que dans le dialogue avec les entrepreneurs, aussi au sein des boards, on a des limites dans ce qu'on peut faire et que parfois, il faut trouver quelqu'un qui va pouvoir être mis parfois pour assez peu de temps, mais avec beaucoup de précision et beaucoup de compétences à l'intérieur de l'entreprise pour aider l'entreprise à surmonter tel ou tel problème. Ça peut être de la négociation commerciale, ça peut être de la structuration de la fonction commerciale, du direct, de l'indirect, des partenariats, ça peut être la montée en charge des usines, on en a parlé. Donc il y a comme ça un certain nombre d'expertises qui ne peuvent pas toutes être maîtrisées à 100%, ni par les entreprises qu'on finance, ni par les collaborateurs, les investisseurs et les partenaires de Supernova Invest. Donc on a aussi pas mal structuré notre réseau externe et on fait appel à eux pour de très nombreuses situations. Tu disais tout à l'heure que vous étudiez beaucoup de dossiers. Comment vous trouvez ces dossiers et comment vous êtes approvisionné dans votre deal flow par tout ça? J'imagine qu'il y a beaucoup de relations avec les instituts de recherche, etc. Comment vous fonctionnez là-dessus? Alors, on voit plusieurs milliers de dossiers par an et on a un taux de sélectivité qui est d'à peu près 1%. Bon, peu ou prou, on tourne autour de ça. Donc, on investit dans 1/100 des dossiers qu'on voit. C'est très, très peu. C'est parfois très frustrant, mais c'est la réalité du business. Ces dossiers nous viennent de multiples sources et c'est assez différent si on est sur des boîtes très jeunes ou sur des boîtes plus développées. Donc pour les entreprises très jeunes, on les trouve effectivement dans les incubateurs, dans les centres de recherche, dans les concours de start-up qui cherchent du financement ou qui cherchent de l'accompagnement des programmes notamment mis en place par comme France 2030, le BPI en France, le IC au niveau européen. Donc il y a tout un tas d'endroits où les startups même émergentes se retrouvent et où on peut les rencontrer. Il y a des dossiers qu'on reçoit de manière spontanée, mais il y a par les banques d'affaires, par les entreprises elles-mêmes, par tout un tas de business angels qu'on connaît et qui peuvent nous envoyer les dossiers dans lesquels ils investissent. Donc il y a à la fois du dossier qui nous arrive, mais aussi une grande proactivité et on sort beaucoup. On avait arrêté de sortir au moment du Covid. Là aussi, ça s'est remis en place et même intensifié. C'est depuis 2-3 ans. On a énormément de relations avec des instituts d'école, des instituts de recherche, des incubateurs et on traverse l'Europe de manière régulière pour aller chercher ces choses-là. Si on est sur des entreprises plus matures, l'effet d'entonnoir fait qu'il y en a moins et qu'elles se trouvent d'une manière très différente puisqu'elles ont déjà été financées. Donc en général, on va les trouver parce que des confrères qui investissent par exemple en série A, mais pas au-delà, vont nous solliciter au moment où une entreprise fait une série B ou une série C pour lever du capital. Donc on a beaucoup de relations avec les fonds de VC et notamment les fonds de VC européens Deep Tech avec lesquels on a vraiment créé un réseau. On a aussi évidemment des banques d'affaires qui sont utilisées dans beaucoup de levées de fonds comme intermédiaires qui vont également nous adresser les dossiers. Donc on a quand même un gros travail nous aussi à faire. Peut-être ce podcast va aider pour faire connaître notre thèse d'investissement, pour dire qu'on investit du seed au late stage dans toutes les composantes de la deep tech pour qu'on ne rate aucun dossier ou en tout cas le moins possible. Justement, sur les dossiers, toi, quelles sont les caractéristiques types que tu aimes voir dans un dossier où tu te dis « Ah là, ça m'intéresse, j'ai envie d'y aller ». Alors, il y a toujours l'équipe.
On interagit beaucoup avec les équipes pendant les phases d'instruction d'un dossier avant investissement, et l'équipe reste quelque chose de vraiment fondamental. Le fondateur, les personnes qui l'entourent. Si on est sur une société, je dirais, de série C, on a en général une équipe qui est plus structurée, plus large. On a déjà un comité de direction, peut-être aussi du management intermédiaire qui est constitué. Donc on va beaucoup regarder l'équipe, les personnalités, les soft skills et la manière dont le management se met en place en fonction de la maturité des entreprises. Donc en digital, on avait souvent tendance à dire l'équipe et l'équipe. Bon, en deep tech, je dirais l'équipe reste un facteur très important. La différenciation par la technologie est également importante parce que c'est des barrières à l'entrée pour la compétition. Donc la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, ouais. Les assets technologiques, ça peut aussi parfois être des procédés qui ne sont pas toujours brevetables. En logiciel, la brevetabilité est un petit peu plus complexe, mais il y a là aussi une manière d'identifier les choses qui sont vraiment innovantes, parce que c'est des protections contre la concurrence, qui est intéressant pour une start-up, et c'est aussi le vecteur de l'innovation et du fait qu'on va pouvoir résoudre des problèmes que les autres entreprises n'ont pas réussi à rénover. Travailler sur des technologies sur étagère permet de faire un certain nombre de choses. Faire appel à des technologies nouvelles et à des résultats de recherche permet d'aller plus loin et donc de faire ce que les anglo-saxons appellent parfois des moonshots, c'est-à-dire d'aller vraiment taper très haut et de révolutionner un secteur ou un sous-secteur, comme je disais par exemple en supprimant les engrais issus du pétrole ou en faisant des batteries recyclables, comme c'est le cas pour une des entreprises qu'on finance, qui s'appelle BEFC. Donc ça, c'est important. Troisième facteur, après l'équipe et la différenciation technologique, le marché, évidemment. On n'investit pas dans des technos, on investit dans des produits qui s'insèrent dans des marchés. Et en général, on vise des marchés plutôt très massifs, au minimum européens, si pas mondiaux, parce que pour rentabiliser la recherche, le développement, les usines et les équipes nécessaires pour faire croître et développer une entreprise deep tech, il faut des marchés très larges. Des usages massifs. Et des usages massifs, absolument. Donc l'énergie, c'est massif, l'agriculture, c'est massif, le digital et les infrastructures, c'est massif, la cybersécurité, c'est super massif et super important. Donc tous ces sujets sont vraiment des sujets importants. Les nouveaux matériaux... je me rends compte que je n'ai pas répondu à ta question sur les matériaux de construction. Bien, évidemment, on réfléchit, les entrepreneurs et les chercheurs réfléchissent à des matériaux de construction bas carbone, du ciment bas carbone, des panneaux d'isolation bas carbone. Et tout ça est extrêmement important. Et ce sont aussi des marchés très importants et mondiaux sur lesquels on table pour le développement des entreprises qu'on finance. Si tu avais un conseil à donner à un ingénieur qui nous écoute et qui voudrait monter une deep tech et il s'est dit je vais regarder ce podcast et je vais peut-être avoir quelques outils pour pouvoir bien le faire, qu'est-ce que seraient tes conseils importants à bien retenir? Alors, ce n'est pas nécessairement un ingénieur. On voit souvent des couples de fondateurs où on a une personne très technique et une personne plus business. Plus commerciale. C'est peut-être un premier conseil, c'est d'être... Marcher sur deux jambes. De marcher sur deux jambes et d'avoir à la fois le côté business et le côté techno. On l'a dit au début, je suis ingénieur de formation et au début, j'étais très technoïde. C'est ce qui m'intéressait et j'étais pas du tout dans le business et encore moins dans la finance. Je pense que c'est bien de marcher sur ses deux pieds. Je pense que le conseil aussi, c'est de bien s'entourer. Être fondateur, être chef d'entreprise, comme je le suis pour Supernova Invest, c'est parfois être un peu isolé. Donc c'est important aussi d'avoir autour de soi, pour pouvoir échanger à des moments clés, d'avoir des sparring partners. Ça peut être des business angels au début, ça peut être ses investisseurs, ça peut être des board members. Nous aimons beaucoup dans les boards, ça c'est peut-être un bon conseil que je donne et une règle qu'on applique de manière systématique. Dans les boards, il faut des board members indépendants. Il ne faut pas que les fondateurs et les financeurs, il faut aussi des indépendants qui ont de la bouteille, qui ont vécu des aventures entrepreneuriales,
qui connaissent le secteur dans lequel l'entreprise veut se lancer. On a des chercheurs très talentueux qui se lancent, par exemple, sur le marché des dispositifs médicaux, mais qui n'ont pas eu une carrière dans le développement et la commercialisation des dispositifs médicaux. Donc il faut vraiment savoir s'entourer. Parce que ça vous rassure quand vous investissez, vous dites en fait ils sont backés par quelqu'un qui a de l'expérience, qui a déjà réussi à faire, qui connaît super bien le marché, et donc du coup, non, on y va avec un peu plus de confiance. C'est souvent quelque chose qu'on apporte quand on investit. Il n'y a pas toujours des indépendants dans les boards, et c'est quand même quelque chose que très souvent on va suggérer, voire suggérer fortement, parce qu'on pense que c'est créateur de valeur, c'est-à-dire que ça apporte des choses à l'entreprise, ça diminue le risque et ça permet au board de mieux fonctionner. Donc les board members indépendants, les operating partners, la syndication aussi des investisseurs est importante. Il faut trouver des investisseurs, en deep tech en tout cas, qui peuvent vous accompagner dans le temps. C'est le cas de Supernova Invest, parce qu'on a pas mal de dry powder, c'est-à-dire d'argent restant à investir. On lève des fonds nouveaux en permanence. On a développé cette capacité à aller de tout début, le seed, jusqu'à la croissance commerciale, ou voire le développement d'usines. Donc avoir des investisseurs qui avec sont des poches profondes et pleines pour des pouvoir vous poches, accompagner en tout cas, sur la qui peuvent- durée. profondes et qui peuvent accompagner dans la durée. Ouais, je pense que c'est important aussi. Ok, super intéressant. On arrive au bout du temps, c'est Déjà. passé très vite. Un grand merci pour le partage que tu nous as apporté. Est-ce que tu as des choses à ajouter? Est-ce que, par exemple, si on veut rentrer en contact avec toi, tu es disponible sur LinkedIn, etc. Comment on peut te joindre pour les personnes éventuellement qui nous écoutent et qui voudraient te partager quelque chose suite à notre échange? Donc que ce soit pour nous proposer un projet qui cherche du financement, jeune ou moins jeune, que ce soit pour un stage, que ce soit pour rejoindre l'aventure, je suis évidemment disponible sur LinkedIn notamment. Je suis disponible, mon adresse email n'est pas très difficile à trouver. On peut même la mettre à la fin de ce podcast si c'est On le fera. si c'est possible. On est très ouvert. On vit au sein d'un écosystème qui est celui de la recherche, des industriels, des entrepreneurs, des écoles et de la finance. Donc on est forcément ouvert sur tous ces gens-là. Supernova Invest, c'est une entreprise ouverte sur ses écosystèmes. Et donc je suis toujours preneur de nouvelles idées et de nouveaux contacts. Eh ben, ça sera le mot de la fin. Merci à toi Pierre-Emmanuel et ravi d'avoir pu faire cet échange avec toi. Merci Louis.